Merci. Maintenant, c'est au tour de Nathalie, qui est là. Alors, je lis, parce que sinon je vais vous dire quelque chose. Bon, elle est psychologue clinicienne, elle a tout un parcours chez les sapeurs-pompiers, etc. Elle pour en travailler, c'est pas ça le plus important. Une formatrice en victimologie et en psychotrauma. Elle travaille actuellement sur la réduction des conduites addictives au volant, voiture, dans le cadre des stages dits justice. Et c'est vrai que la voiture, au fond, aujourd'hui, elle est devenue comme un totem de notre société de consommation et un totem de liberté individuelle. Et en fait, avec les véhicules qu'on a maintenant, on fait des accidents beaucoup plus à l'aise. Du coup, on aurait peur de s'en priver. Alors, il faut champagne. Alors, ouais, je fais une petite sélection des meilleurs punchlines entendus en stage. Est-ce que vous connaissez les stages de sensibilisation à la sécurité routière? Est-ce que ça vous parle? Appelé autrement, stage de récupération de points. Ouais. Oui, il y a un moment, oui, effectivement. Il y a Laurent Baffy qui a fait une de théâtre aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des stages? Jamais. Une question intrusive. Assumez, hein, on est entre nous aussi. Non? Personne? Vraiment? Donc vous connaissez... Si, quand même. Ah bon, il y en a une quand même. Alors je parle sous votre contrôle, vous me direz si c'est un reflet de ce que vous avez vécu. Alors, pour la faire courte, effectivement, avant d'être psychologue, j'étais sapeur-pompier. Et j'ai navigué dans différentes structures médico-sociales. Et quand je suis revenue quand je suis arrivée dans ce milieu-là de la sécurité routière, au début, je ne savais pas trop ce que j'allais y faire, dans la mesure où c'était largement investi par le champ des TCC, comme on dit, c'est-à-dire des techniques cognitivo-comportementalistes, qui ont l'art et la manière, en fait, de quand même... poser des grilles dans lesquelles les gens doivent rentrer dans des cases et ensuite, à partir de là, éventuellement, des protocoles qui leur permettraient de changer. Et bon, il est évident que dans ces stages, on n'est pas là non plus pour faire du soin. Et donc, ça paraît pertinent au sens du tout venant que d'avoir cette petite grille de lecture là qui est un semblant de psychologie. Alors, ça engage que moi, ce que je raconte. Le fait est que moi je suis d'orientation analytique et mon parcours il est plutôt tourné vers la psychanalyse. C'est ce en quoi je crois et c'est les outils que j'utilise avec facilité, c'est ceux qui m'inspirent en fait et qui sont pertinents pour moi. J'ai dû vraiment faire un travail psychique sur comment je vais investir ce champ-là avec ces grilles-là imposées qui ne me parlent pas. Et donc si ça ne fait pas sens pour moi, comment ça pourrait faire sens pour l'autre? Donc ça fait 4 ans que je fais ça maintenant, je fais 2 à 3 stages par semaine, ce qui veut dire que tous les 2 jours je me présente, je raconte les mêmes bêtises, j'entends les mêmes bêtises, et bon, il y a une espèce d'érosion intellectuelle au bout d'un moment qui fait que si on ne se réinvente pas ou si on ne trouve pas une manière de se positionner qui fait sens pour soi et qui peut aider l'autre à trouver du sens aussi, on est obligé d'arrêter ou de développer ce qu'on appelle des contre-attitudes défensives, c'est-à-dire se mettre en position de sachant, faire des cours magistraux, ne plus laisser la place à l'autre de se dire, ou de dire les bêtises qu'on a déjà entendues et qu'on ne supporte plus d'entendre. Et j'ai traversé ces moments où j'ai été dans ces postures-là un peu défensives parce que, à un moment donné, on est là-dedans, il faut bien bosser, on n'a pas forcément le recul. Et puis j'ai commencé à travailler sur moi parce que j'ai augmenté mes stages et je me suis dit, tu n'y arriveras pas en fait. Si tu n'y crois pas, tu n'y arriveras pas. Et en plus, j'ai besoin que ce soit efficace ce que je fais. Alors ça c'est mon truc, mais si c'est pas efficace, je m'en vais, je fais autre chose. Et donc j'ai pas mal travaillé, j'ai pris des murs avec les groupes, j'ai dû apprivoiser la dimension de groupe aussi, c'était pas naturel pour moi au début. Des groupes qui étaient déjà vécus comme hostiles a priori pour moi, mais qui en plus s'avéraient vraiment hostiles. Parce que s'il y avait une constante chez les stagiaires, c'est qu'ils adorent détester les stages. Et il y a un consensus là-dessus, quand ils arrivent, c'est vraiment les stagiaires contre les formateurs et ça y va. Et donc on passe on se prend des joutes verbales en permanence, c'est assez compliqué. Et puis je disais à mes collègues, il y a le deuil de l'ego à faire aussi, parce que vous vous faites voler la vedette par une mouche qui crame sur un halogène, par un
un cafard qui passe dans la salle. Alors que vous avez quand même essayé de faire un truc un peu intéressant. Vous croyez que c'est intéressant d'ailleurs ce que vous racontez. Mais comme il n'y a pas de désir en face de recevoir ce que vous amenez, il y a plutôt un désir d'annuler tout ce que vous dites pour bien conforter la résistance à changer le comportement. Donc c'est un travail, enfin moi ça m'a beaucoup appris sur moi du coup, donc très égoïstement j'ai continué pour ça, ouais. En me disant tiens ça me développe des compétences, c'est pas mal sur le plan humain, etc. Et puis in fine, comme souvent, quand j'ai arrêté de vouloir produire des effets, bah, j'ai commencé à en avoir. C'est-à-dire que le fait de lâcher à la fois le tout dire, il faut tout que je dise, et puis il faut que ça marche, il faut que je les sauve d'eux-mêmes, il faut qu'ils changent grâce à moi, enfin bon, tous ces trucs d'égo là. Quand j'ai fini par les déposer à l'entrée de la salle et à me dire ok tout est permis, c'est un jeu de mots mais vous pouvez tout dire ici. Et vous pouvez balancer vos clichés qu'on a entendus 300 fois et dont on n'en peut plus, du style ouais mais en Allemagne ça roule comme on veut, il y a vachement moins de morts, ok, ils t'ont appelé pour te le dire, non, voilà. Donc à un moment donné c'est pas juste au niveau statistique mais par contre c'est hyper répandu. Il y a plein de clichés comme ça qui sont agaçants, vous voyez, quand on sait ce qu'il y a derrière et on sait à quoi ça sert. Donc j'ai inventé, pour ma part en tout cas, le postulat, j'appelle ça la technique jacouille, c'est-à-dire ok, je valide pas ce que tu viens de dire, mais je t'ai permis de le dire, tu l'as déposé, et maintenant est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et des fois c'est pas possible, donc ça continue, donc je laisse encore, et puis je dis ok, vous sentez mieux là maintenant? Ouais, ah ben voilà, super, on peut passer à autre chose? Ok, merci. Et ça fonctionne en fait, c'est-à-dire que bah, la colère, il faut qu'elle se dépose. Et il y a plein de choses qui viennent se déposer comme ça dans les stages, auxquelles on est tenté de résister en tant que formateur, parce que ouais, c'est bon, ils ont rien compris, on va leur expliquer la vie. Et ils veulent pas qu'on leur explique. Eux, ils veulent plutôt nous expliquer pourquoi le système est mal fait. Et pourquoi on devrait faire remonter ce qu'ils disent, sauf qu'il n'y a rien qui remonte en fait. Et donc moi je rappelle sans arrêt que les stages, l'intitulé des stages n'est pas « Aidez-nous à changer le système ». Vous voyez, on n'en fera rien. Mais par contre, si c'est important pour vous de le dire, bah allez-y. On veut bien que vous le disiez. Et du coup, quels effets ça a de le dire pour vous? Et on se met en méta en fait, on questionne la question. Et de questionner la question, ça a vraiment beaucoup d'effets. Parce que du coup, on amène la personne à ouvrir des perspectives, à sortir de croyances limitantes du style bah, avec les kilomètres que je fais, je suis un peu obligée de perdre des points. Ok. Ceci dit, est-ce que c'est comment je roule ou est-ce que c'est combien je roule qui est important? Et du coup, ça ouvre la brèche sur taux d'exposition dans l'infraction. Bah ouais, si je passe 80% du temps en infraction, je suis plus exposée que si je passe que 20% du temps en infraction. Le nombre de contrôles sera le même, vous voyez. Mais à un moment donné, c'est le temps passé en infraction. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Du coup, si je suis 1200 bornes dans la règle ou 1200 bornes en excès de vitesse, forcément, c'est pas la même. Mais ça paraît clair de se le dire comme ça, mais vous voyez, c'est aussi des constructions mentales qui permettent de ne rien changer et de venir en stage se positionner comme victime d'un système injuste. Avec une réalité malgré tout, c'est que le système, il est froid et rigide et il est déshumanisé. Donc on ne discute pas avec le radar. Le radar, il flash sur vous, vous voyez, mais c'est même pas un compliment, du coup. Voilà. Et du coup, bah, vous êtes avec ça, avec une colère qui ne peut pas s'exprimer contre un humain. Évidemment, vous avez en face deux pauvres animateurs, un qui est expert en sécurité routière, ok, personne ne sait ce que ça veut dire, et puis l'autre qui est psychologue, ouais d'accord, super, on va passer un bon moment pendant 2 jours. Et les gens ils sont ravis quoi. Ils se disent alors il y en a un, il va essayer de me retourner le cerveau, et l'autre il va me faire la morale pendant 2 jours. Et en fait, on va pas se mentir, j'ai des collègues qui sont là-dedans, mais parce que aussi, c'est rigolo comment on est formé. On nous dit, venez les formateurs et venez les psychologues, vous allez suivre le même cursus pour animer ces stages, mais chacun son métier, hein, c'est important. Par contre, les formateurs, vous n'êtes plus des formateurs, et les psychologues, vous ne devez plus être des psychologues. Ok? Et alors, on fait quoi? Bah, vous faites de l'animation. Ah, ok. Alors du coup, bah, ouais, ça marche, on va faire ça. On verra bien. Hein. Et en fait, c'est vraiment sur le tas qu'on commence à élaborer des positionnements qui sont finalement très subtils. Qui est que bah, d'un côté, on ne va pas défendre le système à tout prix, on sait qu'il est mal foutu, on sait qu'il n'est pas toujours pertinent. Par contre, il y a des fondements scientifiques derrière. Et du coup, l'idée dans le rapport à la règle, bah, c'est d'amener les gens à réfléchir sur mon rapport à la règle, mon rapport à l'autre. Hein, c'est ça qui se joue finalement sur la route. C'est le lien social aussi, la question du lien social.
Et puis, qu'est-ce qui se passe dans mon rapport à la règle? Est-ce que, si j'ai le sens derrière la règle, est-ce que je vais pouvoir me réguler de l'intérieur, ou est-ce que je vais continuer à attendre que la sanction arrive de l'extérieur, à ralentir devant le radar, à accélérer après? Ou est-ce que j'aurai qu'une seule façon de conduire, parce que je me régule de l'intérieur et que je sais pourquoi je vais pas vite, ou moins vite? Et donc, moi, j'ouvre toujours les stages en rappelant cet amalgame fondamental qui empêche d'être dans la règle, qui est que si on confond préconisation scientifique et décision politique, vu le climat actuel, vous voyez, c'est compliqué. Même pour moi, ça serait compliqué finalement. Alors que si je commence à dire, moi j'ai confiance dans les scientifiques qui bossent. Alors scientifique, c'est pas non plus la religion, hein, mais des trucs basiques, nos limites d'humain par exemple. Voilà, bah, on sait que l'humain il a une résistance au choc limitée. Hein, jusque-là, on peut tomber d'accord. Donc effectivement, au-delà d'une certaine vitesse, avec l'énergie cinétique, la vitesse élevée au carré, blablabla, les conséquences sont exponentielles. Et donc oui, un choc résiduel à 50 km/h nous tue, quelle que soit notre bagnole. Par contre, que fait le marketing derrière? Et là, je rebondis sur ce que disait Jean-Louis. C'est vrai que c'est intriqué tout ça. D'un côté, il y a des mecs qui veulent vendre des bagnoles. Donc ils vont dire, ouais, avec cette voiture, vous êtes super en sécurité. Et ça nous fait tellement oublier notre condition d'humain faillible, et puis faillible en termes de perception des choses. Les limites qu'on a à la conduite, parce que de manière innée, on n'est pas fait pour se déplacer à 130 km/h. Hein. Je crois que Usain Bolt, il fait 30 km/h en vitesse de pointe. Hein, donc, du coup, on n'était pas équipés de naissance pour se déplacer avec ces vitesses-là. Mais la société nous a permis de nous procurer, et là je rebondis sur ce que tu disais, une sorte d'exosquelette. Et dans ma super Tesla insonorisée, avec toute la sécurité active et passive, je suis un surhomme. Moi je ne meurs plus à 50 km/h, c'est bon, je peux y aller. Donc le panneau, c'est un défi qu'on me lance, quoi. Moi je ne peux pas faire mieux, tu crois. Dans ce virage, avec ma bagnole, et voilà. Et pour peu que les gens aient des bonnes compétences, en plus, ça vient en rajouter. Donc en stage, on a 6% de la population des conducteurs, 6% seulement. Pour la plupart, pour 40% d'entre eux, un stage suffira. Les 2 maxi, s'ils ont vraiment abîmé leur permis, au point que, bon, 4 points sur un stage, c'est peu. Donc effectivement, dès qu'on est en dessous de 6 points, le permis est en danger. Donc 2 maxi, pour la plupart des gens. Et puis, on a les réitérants. Ceux qui adorent détester les stages. Ils reviennent. Et puis ils sont pas contents hein, de revenir. Et puis pendant 2 jours, on leur dit, mais faites tout pour pas revenir. Et ils nous disent, mais non, on reviendra quand même. Ok, à bientôt. C'est l'addiction stage. Oui, j'arrive. Et donc on va avoir 2 façons d'aborder les stages. Il y a ceux qui vont venir entretenir leur résistance par le biais de clichés, et là du coup on peut entendre des choses comme par exemple, oh, moi, vous savez, je ne suis là que pour de tout petits excès de vitesse. La dernière fois, j'ai dépassé de quelques grammes. Alors on serait sur du déni du coup, avec un lapsus révélateur. Et puis d'autres qui entretiennent la résistance et la réitération comportementale. Ouais, un barrage, c'est un contrôle qu'on ne peut pas éviter. Avec un naturel, ça en dit long sur les comportements. Alors, ouais, je l'ai refait parce qu'il fallait l'accent marseillais, mais j'ai dû apprécier. Alors, un barrage, c'est un contrôle qu'on ne peut pas éviter. Un peu cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, les Marseillais, c'est les meilleurs. Hein, ça. Et elle dit avec un naturel, vous voyez, on sent bien qu'il n'y a rien, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc... Mais c'est quand même dit comme ça. Et on se dit, ouais, la transgression, elle est tellement banalisée qu'à un moment donné, ouais, tant qu'il n'y a pas de barrage, on ne s'arrête pas, quoi faire. Oui, la police est là. Vous voyez, donc il y a quand même ce rapport à l'autorité aussi qui est en question. Il y en a qui vont jouer de la transgression parce qu'ils vont vous dire ouais, mais moi je roule vite parce que je kiffe la vitesse, t'as vu? Ok. Et sur un circuit, ça donne quoi? Ouais, mais c'est pas pareil. Ah. Et pourquoi? Je sais pas, il manque un truc. Et puis, tac, ça élabore, on discute, il y a le groupe qui renvoie. Ouais, pourquoi tu vas pas sur un circuit? Ouais, mais c'est pas pareil. Mais c'est quoi le problème? Ah, ben il n'y a pas la dimension transgressive. Ouais. C'est autorisé d'aller vite sur un circuit, donc c'est pas drôle. Je préfère mon petit plus 10 minable, qui est ni fait ni à faire, hein, mais quel mérite de faire que je suis un délinquant, je suis pas dans la règle, que des grosses pointes de vitesse, et puis après, accessoirement, il faut un tout petit peu de compétences pour aller sur des circuits. Et là, il y a la question aussi de que me renvoie la société de moi-même, et qu'est-ce que moi je me renvoie de moi-même quand je suis dans ma bagnole et que j'appuie sur le champignon. Ma super bagnole qui rattrape mes erreurs de conduite, elle me renvoie que je suis un pilote. Et mon expérience, vu que ça se passe bien, que je ne rencontre pas l'accident,
Au maximum, je vais perdre des points, je vais avoir une amende. C'est tout ce qui va se passer pour moi. Donc, principe de réalité, je ne rencontre pas des masses en fait. Je m'en arrange, je vais venir récupérer des points, ça va bien le faire. Et du coup, je vais acheter mon autorisation à continuer mes infractions. Donc, quelque part, tout ça est validé, tout ça est cautionné dans une construction qui permet de maintenir la répétition. Et puis, à côté de ça, on va balancer, ouais, c'est du racket, ça va, on est obligé de perdre des points. Non, on n'est pas obligé. Puis si c'est vraiment du racket, arrêtez de donner volontairement de l'argent. Alors dans ce cas-là, vous voyez, il y a un moment. Mais c'est rigolo parce qu'on est toujours en train d'essayer de montrer les contradictions de la personne et en même temps on comprend, c'est humain, c'est de l'humain, quoi. C'est ça qui est beau dans les stages, c'est que les gens peuvent se dire, de leur point de vue d'humain, alors de leur point de vue d'usager, qu'ils prennent pour un point de vue d'expert, mais ça c'est pas le seul domaine où ça se produit, mais alors la route je vous raconte pas. Alors moi souvent je leur dis, vous savez, avec une posture comme ça, c'est comme si moi je disais à mon électricien, écoute garçon, j'allume la lumière tous les jours chez moi, alors je sais un peu de quoi je parle. C'est un petit décalage quand même. Nathalie, on a des questions. C'est vrai. Ouais. Jean-Jacques voudrait savoir Si on voit autant de femmes que d'hommes dans les stages. Ah, c'est intéressant. Oui, effectivement. Alors, j'avais écrit tout un truc de description des stages, mais forcément, je fais autrement. Les stages, c'est comme sur la route, c'est le tout venant. Pour autant, comme je vous disais, c'est 6% de la population, donc c'est quand même pas que le tout venant. Mais parfois, il peut y avoir des gens qui viennent faire un stage parce qu'à un moment donné, charge mentale particulière, changement de vie, déménagement, etc. Et dans ces premiers stages-là, rarement dans les réitérants, il y a des hommes et des femmes. Mais par contre, le ratio, c'est 80-20. Donc 80% d'hommes, 20% de femmes. Et sur le peu de femmes présentes en stage, donc en gros c'est 3 ou 4 pour 20, en général, il y en a la moitié qui viennent à cause d'un homme. Elles vont donner des points au mari, les pauvres, bah oui les pauvres, bon, voilà, ok. Et du coup en plus ça se tape le stage. C'est sympa quand même. Mais de temps en temps, il y a des femmes qui conduisent comme des hommes du coup. Bon, ça c'est un peu sexiste. Les blagues à part, c'est ce que disaient les... Elles sont plus sages, elles conduisent moins. Non, blague à part, c'est vrai que c'est la boutade qu'on leur fait, on dit ouais, vous êtes là parce que vous conduisez comme un homme. Mais c'est pas si faux que ça, dans les stats c'est révélateur. Mais aussi on entend dans l'histoire de vie de ces femmes-là, moi j'en ai eu quelques-unes, je peux vous garantir qu'elles ont fasciné l'assemblée des messieurs qui étaient là. Elles parlaient de bagnole, cylindrée, moteur, technique, les mecs ils étaient subjugués. Et ouais, c'était des vrais pilotes. Par contre, famille de pilotes. Les discours, c'est quelqu'un qui sait conduire, c'est quelqu'un qui roule vite. Donc il y a des modèles quand même qui sont opérants. Et est-ce que je suis la bonne fille à papa qui conduit bien comme il faut? Est-ce que c'est mon père qui m'a appris à conduire? Voilà, ça... Il y a quand même des choses. Mais... Et puis après on a des gens qui vraiment sont victimes d'une charge mentale particulière, des gens qui nous disent moi avant j'habitais là, ça passait bien sur la route, depuis que je suis là c'est n'importe quoi, je comprends plus ce qui se passe, il y a des radars partout, les gens me doublent par la droite, c'est la guerre en fait. Et c'est vrai que donc sur les statistiques en accidentologie, pas seulement sur la route, il y aurait, donc je mets du conditionnel, enfin c'est quand même avéré depuis 30 ans, une majorité d'hommes. Ouais. On dit que les femmes, elles vont nous rattraper les hommes dans la prise de risque auto-agressive, c'est-à-dire les consommations, les mises en danger de soi. Mais sur la prise de risque hétéro-agressive, donc qui va engager l'autre, qui va mettre en danger les autres, bah, c'est surtout masculin. Et on le voit aussi dans les enjeux, puisque j'ai appelé mon truc psychopathologie du trajet quotidien, c'est ça, c'est à partir du moment où je mets la clé dans mon Neyman, qu'est-ce qui va se jouer au-delà de se déplacer d'un point A à un point B? Il y en a pour qui c'est que ça. Ceux-là, on ne les voit pas en stage. Hein. Ceux qui viennent en stage, c'est des gens qui ont des bonnes compétences, qui savent bien, pas conduire du coup, mais piloter. Ils sont à l'aise. Et du coup, ils ont du mal avec la règle, parce que la règle, elle est faite pour protéger le plus fragile et le moins à l'aise sur la route. Ou qu'il y aurait des contraintes différentes. Un poids lourd n'a pas les mêmes contraintes qu'une moto, qu'une voiture, etc. Et donc la règle, elle est là pour un problème économique et un problème sanitaire. C'est-à-dire que si on empêche les gens de rouler suffisamment vite, entre guillemets, si on met tout le monde avant, on n'aura plus d'accidents, on n'aura plus de morts dans les accidents, c'est sûr. Par contre, on aura un problème économique derrière. Donc il faut que ça circule. Par contre, il faut que ça circule en sécurité, sinon on a un problème sanitaire. À l'époque, en 72, quand ils ont mis les premières règles, et notamment avec l'alcool, le taux il était à 1,2 g, vous voyez, au début, donc on
est allé tranquille. Hein. Et on avait 18 000 tués sur les routes, 300 000 blessés. Ça venait exploser la file active des hôpitaux et on montait des hôpitaux de campagne sur le bord des routes au moment des départs en vacances. Donc on ne peut pas se permettre de laisser faire les gens n'importe quoi, mais on ne peut pas non plus les empêcher de rouler. Donc on est sur des compromis et c'est pour ça que la sécurité routière c'est interministériel. Et ça va engager les transports, ça va engager l'ingénierie des ponts et chaussées, ça va engager l'économie, l'écologie maintenant, et tout un tas de raisons qui font qu'on nous amène à ralentir de plus en plus et ça énerve tout le monde. Voilà. Oui, j'ai fini. C'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à Nathalie? Ce qu'on pourrait voir à travers ton exposé, là, c'est le principe de transgression. Oui. Il y a une nécessité là, de ce côté-là. Dans l'âme humaine, il faut qu'on puisse passer à travers, pour plus ou moins pour chacun. Mais c'est quelque chose qui devient impératif pour certains. C'est-à-dire il faut transgresser. Alors dans la vie sociale, des règles, il y en a de plus en plus. Hein, de plus en plus, pour chaque pas qu'on fait, il y a des règles. Alors je ne dis pas ça pour ni excuse ni quoi que ce soit, c'est juste ce principe que il y a pour chacun l'impossibilité de se plier complètement aux règles, à la loi sociale, la grande difficulté. Et alors il y en a qui trouvent ce principe, on pourrait dire stupide, de transgresser la règle routière, la mise en danger, etc. Je suis complètement d'accord. Mais ça montre ce principe de transgression. Quelque part, il faut pouvoir transgresser. Il y en a qui choisissent la route, c'est très malvenu, ça met en danger les choses. Je suis évidemment complètement d'accord. Mais sur le principe de la transgression, on peut pas... Il faut poser la question à Alice, la jouissance. De quelle jouissance? Ou alors de quel surmoi s'agit-il? Je peux aussi répondre? Oui. Si ça ne vous dérange pas. Parce que j'ai réfléchi à la question et ce que je renvoie aux gens en stage, c'est qu'ils ont des compétences à être compliants dans la règle, dans plein de domaines. Leur compte en banque, leur santé, le boulot, ils sont très carrés. Et puis là, d'un coup, tac, c'est le petit domaine de leur vie où ils se lâchent. Ça peut décompresser de ce côté-là. Et donc, il ne faut pas leur enlever ça, ils y tiennent, quoi. Peut-être que ça se répercuterait sur d'autres domaines si on leur enlevait ça, je ne sais pas. Mais, moi, je me pose une question justement de l'impact social sur la façon de conduire. Et que le héros, il conduit vite. Le héros au cinéma. L'imaginaire est en train de changer, mais oui, on repart de là. Ouais. C'était un marqueur social, la bagnole, et puis c'était vendu beaucoup sous l'angle de la performance, de la compétence associée à la vitesse. Aujourd'hui, vous regardez les pubs, on est plus dans la sécurité, le confort. Voilà. Est-ce que le niveau de testostérone ne jouerait pas aussi sur l'agressivité au volant? J'ai un collègue qui dit c'est pas parce qu'on en a une grosse que. Non, mais je parle. On peut pas essayer de la maîtriser. Oui, non, mais c'est l'agressivité au volant, il y a peut-être aussi du fait chez les hommes. Oui, il y a un rapport, bien sûr. Je pense. Oui, alors sur la question homme-femme, bien sûr, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, mais il y a les je crois que ça habitudes doit jouer éducatives aussi qui font qu'on est plus permissif dans la prise de risque avec les petits garçons qu'avec les petites filles, par exemple. Ah oui, de faire attention à ça, ne monte pas à l'arbre, tu vas te faire mal, etc. Et du coup, ça fait deux manières de s'affirmer à l'âge adulte qui sont différentes. L'un dans la prise de risque et la transgression, les petits garçons. Et la bonne fille, c'est celle qui est bien dans la règle, bien propre sur elle. Voilà. Donc, on est encore un peu là-dedans. Mais ça évolue. Mais les filles changent. Et oui. Moi, j'ai une amie qui me les Donc j'ai de l'avenir en voiture et je peux vous dire qu'elle est très énervée dès qu'elle est dans sa voiture. Bon, alors Nathalie. Ouais, juste pour conclure. Juste pour conclure, il y a donc. Pardon, j'essaie de me recaler. Oui, donc pour conclure, c'est un travail qui est sans cesse dans la remise en question et avec des répliques cultes de stagiaires du style. De toute façon, tant qu'il n'était pas mort, tu ne peux pas comprendre, ouais. Ça laisse peu d'espoir. Alors on ne peut pas sauver tout le monde. Néanmoins, on a aussi des problématiques identitaires qui vont se jouer. Moi, je suis ce rebelle de la route et je ne suis pas prête de changer. Eh ben moi, mon frère, il est de Marseille et il est pompier. Il passe son temps brûlé, les feux. Quand je dis ça, je dis rien. Voilà, merci. Il y avait une question peut-être. Oui. Oh. C'est pas vraiment une question, Ah oui, c'est une remarque, mais peut-être que vous avez déjà lu le roman de notre écrivain local Didier Van Tonders. Parce que c'est exactement son problème, il fait un stage. Ah, c'est quel roman? Parce que je connais l'écrivain. Voilà, donc en fait, il se trouve que sa mère meurt, elle est tuée par son cancérologue qui essaie de la soigner parce qu'il a une attaque cardiaque et donc il est renversé par son cercueil. Donc ça commence déjà dans un cadre un peu particulier, mais il hérite de la voiture de sa mère.
Et donc il la conduit, sauf qu'il perd les points. Et il commence par une première transgression qui est qu'il n'a pas déclaré qu'il allait récupérer la voiture de sa mère. Et donc à un moment donné, il se retrouve convoqué donc, à votre stage. Mais en fait, sauf que c'est sa mère et elle est morte. Donc il trouve une deuxième transgression, il trouve une actrice pour aller faire le stage. Mais si vous saviez ce qu'on voit en stage. Et donc cette actrice en fait devient, c'est une vraie mère et c'est le titre du livre. Ouais. Oui, une vraie mère, c'est ça. Une vraie mère, Pour ceux qui veulent acheter le livre. Et elle devient addicte de la mère morte. Donc elle développe une addictologie de la mère décédée où elle devient définitivement cette mère décédée, mais ensuite je n'en dis pas plus.